Bienvenue à tous à cette session euh, sur Samuel Beckett et la guerre d'Algérie. Et nous sommes très honorés d'accueillir Jean-Michel Gouvard, qui est professeur de langue et littérature française à l'Université de Bordeaux-Montaigne et qui nous joint je crois, de Nantes. Oui, C'est bien ça? oui, oui, tout à fait. Donc, bienvenue Jean-Michel, bienvenue à nos participants. Tout d'abord, je vais juste dire un mot sur comment nous allons diriger la session. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les mettre dans le chat. Et puis, à la fin de la conférence de Jean-Michel, je vais prendre des questions du chat et les mettre à Jean-Michel directement. Comme ça, je crois que ça va être plus facile et plus simple alors. Donc, je vais juste présenter Jean-Michel et puis Jean-Michel va parler pendant environ 45 minutes et puis on aura le temps pour des questions. On aura 15-20 minutes pour des questions à la fin de sa conférence. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup, Jean-Michel Gouvard, d'être là et pour votre accord de donner cette conférence sur Beckett. Donc, Jean-Michel est, comme j'ai dit tout à l'heure, professeur de langue et littérature française à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Il est auteur de Le Nautilus en bouteille, lecture de Jules Verne à la lumière de Walter Benjamin, qui est paru l'année dernière. C'est bien ça, Jean-Michel? Et il est en cours d'écrire, il est en train d'écrire un livre qui s'appelle Lire Beckett, qui apparaîtra, qui va être publié par Ellipse l'année prochaine. C'est encore. S'il est terminé. Ok, super. C'est encore d'écriture. Donc, Jean-Michel est un spécialiste sur Beckett, mais aussi sur Walter Benjamin, sur Baudelaire, comme j'ai dit, sur Jules Verne. Et il est en train de devenir un chercheur. Il va être un chercheur associé à l'Institut de Modern Languages Research ici à Londres. Donc, merci encore une fois, Jean-Michel. Vous parlez aujourd'hui, votre titre aujourd'hui, c'est Samuel Beckett et la guerre d'Algérie. Et voilà, donc je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci, Joe. Bonjour à tout le monde. Je ne vois personne, mais je vois le petit compteur des participants qui donc nous ont rejoints. Je vous remercie tous et toutes. Donc, je travaille sur les représentations culturelles dans la société moderne. J'approche Beckett en bonne partie dans cette optique-là. Et sur Beckett, j'ai déjà publié en essayant de montrer comment la Seconde Guerre mondiale se retrouvait dans un certain nombre de ses œuvres et quelle était en quelque sorte l'incidence littéraire de cet événement majeur que fut évidemment la Deuxième Guerre mondiale. Et je me suis aussi intéressé donc aux échos dans l'œuvre de Beckett à la guerre d'Algérie. Alors mon propos ne sera pas de reprendre ce qui a été brillamment étudié par Émilie Morin dans son Beckett's Political Imagination, publié aux presses de Cambridge. Elle a très très bien montré que Beckett, entre autres, parce qu'il
fréquentait de près son éditeur Jérôme Lindon, qui était fortement impliqué dans la dénonciation de la pratique de la torture et qui plaidait pour une Algérie libre de l'occupation française. Beckett était extrêmement bien informé dès la fin des années 50 sur ce qui se passait réellement en Algérie, qu'à l'époque, évidemment, en France, dans l'Hexagone, on n'appelait pas véritablement une guerre et sur laquelle on était très mal informé et sur laquelle aussi l'essentiel de la population ne cherchait pas vraiment à s'informer. Ça restait d'une certaine manière quelque chose d'un petit peu lointain. Beckett, lui, était au contraire très bien informé par son éditeur et un certain nombre d'autres intellectuels de gauche très engagés autour de la défense des droits de l'homme. Et il avait lu, on le sait de sources certaines, la question d'Henri Alleg, le déserteur de Jean-Louis Hirst, ou encore le droit et la colère de Vergès, Zarian et Courrégé, qui ont tous été édités, ainsi qu'une douzaine d'autres textes par Lindon sur le thème de la guerre d'Algérie, la torture en Algérie, la dénonciation des pratiques de l'armée française. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas de retravailler cette matière-là, mais c'est de voir comment les représentations que Beckett pouvait avoir de la guerre et le point de vue, évidemment, extrêmement critique qu'il avait sur le sujet, et très certainement l'indignation, sinon la colère qu'il en éprouvait, comment ça a pu se traduire dans un certain nombre d'œuvres qu'il écrit justement à la fin des années 50 ou au tout début des années 60, et entre autres dans Comment c'est. Cela dit, vous allez voir, je vais commencer par m'intéresser à des textes plus courts, quelques textes plus courts, où on a également des échos de la guerre d'Algérie. Je vais juste rappeler quelques éléments que j'imagine vous connaissez pour la plupart d'entre vous sur un petit peu la situation littéraire de Beckett au cours des années 50. Donc, au début des années 50, comme il le dit lui-même dans une lettre, la rédaction de l'Innommable, hein, qu'il a terminé avec la décennie 40, l'a laissé dried up, à sec. Et donc, pendant plusieurs années, il va avoir du mal à retrouver l'inspiration. Il va essayer d'écrire de courts textes, dont certains ont été publiés en France sous le titre Texte pour rien. Mais il ne réussit pas véritablement à écrire une œuvre qui le satisfasse pleinement. Parmi ces textes qu'il écrira au cours des années 50, il y en a un, entre autres, qui est assez intéressant, qui n'est pas édité en France et à mon avis, à ma connaissance, qu'il n'est pas non plus, me semble-t-il, en Angleterre, c'est On le torturera bien. On le torturera bien, dont le titre est un écho d'une phrase qu'a Ulysse dans l'Odyssée, telle que, du moins, elle est prononcée dans la traduction de Bérard, puisque c'est dans ces traductions françaises que Beckett avait lu l'Odyssée d'Ulysse. Et c'est à la fin de l'Odyssée, lorsqu'Ulysse rentre à Ithaque. Et à propos de l'un des prétendants qui avait courtisé Pénélope, Mélantéus, il dit qu'il veut qu'on le lui garde. Je veux l'avoir en vie pour le bien torturer. Et ce thème de la torture donc transparaît déjà médiatisé par Homère dans ce texte. À l'époque aussi, au cours des années 50, au début des années 50, Beckett a également un intérêt pour Sade, que je ne fais ici que rappeler, ça a été travaillé, quelque chose qui complétait aussi d'ailleurs ses échanges avec son éditeur, hein, puisque des gens comme Klossowski, Blanchot, que Lindon avait édité, encore Bataille, hein, qui on peut citer aussi Simone de Beauvoir, qui ont contribué à promouvoir cet auteur et à faire que Beckett, à des titres divers, s'y est intéressé. Et Sade qui évidemment associe la douleur physique et l'idée de plaisir, donc également quelque chose qui, d'une manière peut-être plus indirecte, mais qui nous intéresse ici, est lié aussi à l'idée de la torture.
Alors, comme vous le savez également, ce n'est finalement qu'au milieu des années 50 que Beckett va retrouver l'inspiration en écrivant avec beaucoup de difficultés fin de partie. Et puis ensuite, un certain nombre de petites pièces, entre autres, suite à 2 commandes de la BBC, All That Fall, Tout ce qui tombe, et Embers, Cendres, qui sera suivi également de Crab's Last Day. Et donc, le retour à l'écriture de Beckett, le retour à une écriture un peu inspirée, se fait à travers des pièces destinées soit à la scène, soit à la radio, où évidemment la voix est quelque chose qui a une grande importance. Alors, parmi les pièces qu'il écrit durant cette période de retour, en quelque sorte, à une certaine inspiration, une période moins dépressive aussi pour lui, même s'il a toujours des phases de haut et de bas. Ce sont également les textes qui, en anglais, sont publiés sous le titre de Rough for Theatre et Rough for Radio, et en français sous les titres de Fragments de théâtre, Pochade radiophonique et Esquisse radiophonique. Je vais m'arrêter à 2 d'entre eux avant de me tourner peu à peu vers comment c'est. Et je vais commencer par Pochade radiophonique, en anglais, Rough for Radio 2. C'est sans doute des pièces que je viens de citer, celle qui est probablement la plus réaliste. Nous avons un personnage qui s'appelle l'animateur, qui veille à ce qu'une dactylo enregistre scrupuleusement ce que confesse un dénommé Fox, sous les coups que lui inflige son bourreau, Dick, avec entre autres un air de bœuf. Alors, cette pièce est déjà intéressante par son dernier personnage, Dick. Dick, bien sûr, diminutif de Richard, qui incarne ici le bourreau. Bourreau qui associe d'ailleurs dans son nom à la fois la violence, parce que en anglais, Dick, c'est ce qu'on appellerait en français un connard, mais aussi une référence sexuelle, puisque ça désigne le sexe. En français, on dirait bite. Et donc, Dick, c'est à la fois bite et connard. Donc, ça rejoint la thématique sadique, torture et plaisir, qui était l'une des préoccupations de Beckett aussi à cette période. Alors, dans l'étude qui est d'ailleurs essentiellement terminée, c'est un chapitre de mon livre à venir sur Beckett, sur la guerre d'Algérie, je développerai des considérations sur la pornographie et le lien entre pornographie et torture. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de le faire. Je signale juste que c'est une piste complémentaire à laquelle, dans le texte qui sera publié, je m'intéresserai. Dick est également très significatif par le fait que c'était le nom de code d'Alfred Perron. Alfred Perron, donc ce proche ami de Samuel Beckett, avec qui il avait commencé à traduire Morphy avant la guerre, qui lui permettra de rentrer dans la résistance, et qui, comme vous le savez, a été arrêté, envoyé en camp de concentration, où il est resté pendant 3 ans, et malheureusement, il est mort peu de temps après avoir été libéré au printemps 45, suite au mauvais traitement qu'il avait reçu. Donc, Dick, qui est le bourreau dans Rough Radio 2, est par ailleurs dans l'esprit de Beckett, en tant que biographème, est le contraire d'une victime. Et on voit ainsi associé dans ce personnage de Dick, dans l'imaginaire de Beckett, le bourreau et la victime. Et je voulais le noter au passage parce que c'est un thème central de Comment c'est, le fait que les bourreaux deviennent victimes et les victimes deviennent bourreaux. Donc c'est un motif qui concerne ce roman, mais qui est plus largement un thème autour duquel Beckett a produit un certain nombre de variations. Cette idée du bourreau qui devient victime et de la victime qui devient bourreau, dont je serai amené à reparler d'ici quelques minutes, c'est aussi quelque chose qui nous relie à la guerre d'Algérie. Parce que dans les textes que Beckett avait pu lire, mais aussi dans les nombreux témoignages des appelés français qui sont allés combattre là-bas, un des éléments qui revient assez souvent, qui fait donc
qui fait partie de la topique du témoignage sur la guerre d'Algérie, c'est l'idée que les Français qui avaient subi le joug nazi pendant la guerre 39-45, eh bien, pendant la guerre d'Algérie, s'étaient comportés vis-à-vis des Algériens natifs comme des bourreaux et donc comme des nazis. Donc cette idée de renversement des rôles victimes-bourreaux est aussi quelque chose qui est lié au thème de la guerre d'Algérie, dont Henri Alleg, et qu'aborde par exemple Henri Alleg dans la question. Alors dans la pièce, hormis ce personnage de Dick, il y a quelques éléments textuels je crois, auxquels il est intéressant de s'arrêter. Je vais vous en donner juste trois, quatre exemples rapidement. À un moment donné, donc, le Fox confie la chose suivante. C'est un souvenir dont il fait part. Quand j'eus savonné la taupe, rincée à grande eau et séchée devant la braise, voilà pas que je ressors dans la tourmente et la remets dans son donjon, avec son plein poids de verre blanc. À ce moment-là, le petit cœur battait en chœur, je le jure. Donc on a une scène qui est présentée comme un souvenir d'enfance où un animal, une taupe ici, est maltraitée alors qu'on souhaitait la bien traiter. C'est un souvenir qui revient par exemple dans Compagnie, où cette fois-ci, au lieu de la taupe, nous avons le hérisson. On n'a pas de document qui nous permette d'établir que c'est un véritable souvenir d'enfance, peut-être en dessin, peu importe. Il peut sonner comme tel de toute façon. Mais en même temps, dans ce texte, il y a plein d'ambiguïtés lexicales. Savonner, j'eus savonné la taupe. Alors la taupe, c'est tout d'abord évidemment celui qui s'est infiltré dans un réseau et qui va trahir, qui va apparaître comme un traître. C'est comme cela qu'apparaissait Henri Alleg aux yeux des militaires français qui le torturaient. Il apparaissait comme un traître à la nation. Et savonner, ça peut vouloir dire passer un savon, mais c'est-à-dire réprimander, sanctionner, punir. De plus, on nous dit que le savon en question s'était rincé à grande eau et séché devant la braise. Or, les tortures par l'eau et l'asphyxie sous l'eau, ainsi que les brûlures, sont deux des éléments dont témoigne Alleg dans la question. De même, il nous est dit que cette taupe, on la remet dans son donjon. Et donc, il y a l'idée d'un va-et-vient entre hors du donjon et dans le donjon. Or, dans la question d'Alleg, Alleg témoigne régulièrement de ses allers-retours entre la cellule, diverses cellules où il est emprisonné, et les pièces où il est torturé. Et enfin, à ce moment-là, le petit cœur battait encore, je le jure, fait écho tout d'abord aux accélérations cardiaques que provoque la torture, dont Alleg parle à de nombreuses reprises, et aussi au fait qu'à un moment donné, il mentionne le cas d'un autre détenu dont le corps a lâché lors d'une séance de torture et qui est mort. Enfin, l'animal qui est représenté avec son plein poids de vers blanc, donc l'idée d'une infection, des vers qui mangent le cœur, c'est quelque chose qu'on a aussi chez Alleg, puisque Alleg raconte qu'au bout d'un certain temps, les plaies qu'il a se sont infectées, puisqu'il ne reçoit aucun soin, et qu'elles sointent depuis, et que la vermine s'y met. Autre chose, un petit peu plus loin, nous allons voir le bourreau qui va essayer d'apparaître comme un bon tortionnaire, qui va essayer de gagner la confiance de sa victime. Soyez raisonnable, Fox, ne vous braquez pas comme ça, c'est dur, nous le savons, etc. Je ne lis pas le passage entier qui court sur plusieurs lignes, mais cela aussi fait écho à ce qu'on trouve dans la question d'Alleg, avec à deux reprises un de ses bourreaux qui essaie de jouer la confiance avec lui pour lui extorquer ses œuvres. On a donc avec quelques autres éléments lexicaux, comme par exemple aussi le fait qu'à un moment donné, l'animateur dise à Fox, vous voyez, c'est toujours la même équipe. C'est toujours la même équipe. Or, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la question d'Alleg. Alleg qui remarque que d'une séance sur l'autre, c'est souvent les mêmes personnes qui reviennent. Il utilise aussi ce terme d'équipe. Donc, on a dans cette pièce des éléments qui sont d'ordre poétique, bien sûr, puisque la pièce représente aussi un dispositif scénique que Beckett exploitera plusieurs fois, qui permet de raconter des souvenirs.
Mais en même temps, il y a manifestement également un arrière-plan politique inspiré par un certain nombre de motifs empruntés à la guerre d'Algérie. Alors, j'aurais pu vous donner d'autres exemples, hein, le fait, par exemple, que Fox, par moment, perde connaissance et s'endorme, ce qui correspond aussi à ce que fait Alleg à plusieurs reprises, le fait qu'on fasse allusion à l'idée de nommer quelqu'un, c'est quelque chose que les gourous essaient d'obtenir de Fox, etc. Mais je vais passer à un autre texte. Le fragment de théâtre 2 en français, Roof for Theatre 2 en anglais. Alors, nous avons à nouveau un contexte qu'on peut qualifier d'assez réaliste, même s'il est, de mon point de vue, un petit peu moins que dans la pièce précédente. Nous avons deux enquêteurs qui n'ont pas de nom, qui s'appellent A et B, qui échangent leurs informations à propos d'une personne, tandis qu'un troisième, C, regarde le ciel par une fenêtre. Alors ici, encore une fois, le contexte de la pièce est intéressant parce qu'on peut penser à deux référents historiques. D'une part, ça semble assez nettement être un écho à ces fonctionnaires qui, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, étaient chargés de retrouver les déportés et les soldats manquant à la paix. Mais en même temps, évidemment, compte tenu de la période à laquelle ce texte est écrit, eh bien, ça fait également référence à la disparition tout aussi effective et bien réelle de personnes en Algérie avant tout, mais aussi en France, enlevées par les renseignements généraux français dans le cadre de la guerre d'Algérie. Il y a donc, dès le départ, d'une certaine manière, une ambivalence référentielle. Et puis, là encore, je voudrais, comme c'est ce qui m'intéresse, c'est l'incidence dans l'écriture du texte de ces éléments, je voudrais attirer votre attention sur deux, trois petits détails de la pièce. Tout d'abord, un dialogue entre A et B, puisque C reste mais, à propos justement de C. Voici ce qu'ils disent. Qu'il saute. Quand? Tout de suite. D'où? D'ici, ça ira. 3 mètres, 3 mètres et demi par étage, ça en fait bien 25. Et moi qui ne nous croyais qu'au 6e, il ne risque rien. Il n'a qu'à tomber sur le cul, comme il a vécu. La colonne pète et les tripes explosent. Alors, ce dialogue est à nous, me semble intéressant, parce que bien sûr, on peut lui donner une dimension métaphysique, y voir une traduction métaphorique de la vision nihiliste du monde qui est celle de Beckett. Mais il y a également, à l'évidence, ici, des éléments qui résonnent à l'unisson du contexte politique de la France de la fin des années 50. Tout d'abord, cette idée qu'on a passé sa vie assis sur son cul, c'est quelque chose qui fait écho à un cliché colonialiste et raciste, l'idée que les Arabes sont des feignants et vivent assis sur leur cul. Et donc, la dernière réplique, c'est celle de B, il n'a qu'à tomber sur le cul comme il a vécu, fait écho à ce cliché raciste. De même, l'idée de la personne qui va tomber de plusieurs étages et assurément se tuer, on peut considérer que c'est une allusion assez nette, assez lisible, assez peu cryptée finalement à l'assassinat déguisé en suicide d'Ali Boumengel, avocat à la cour d'appel d'Alger, qui a été précipité du haut de l'immeuble dans lequel Maurice Alex Henri Alex se faisait torturer, et auquel il fait d'ailleurs allusion dans la question. Et puis, il y a encore autre chose, si vous vous souvenez de cette pièce, au début de la pièce, A et B se livrent à un curieux jeu avec les lampes de bureau. Ils vont alternativement allumer et éteindre la lampe qui est posée sur leur bureau. Alors bien sûr, on peut dire c'est théâtre de l'absurde, ça n'a pas grand sens, la vie n'a pas de sens, donc on peut s'allumer, allumer et éteindre sa lampe sans que ça ait apparemment d'utilité pratique ou de raison d'être. Mais l'une des informations qu'il est certain que Beckett disposait, c'était que, comme on le sait bien sûr, la torture se pratiquait en bonne partie, et quand on lit la question d'Alleg, on a la confirmation,
avec deux appareils, la magnéto d'une part et la gégène d'autre part. Le procédé est le même, si ce n'est que la gégène est un générateur électrique qui a une puissance électrique beaucoup plus forte, où on place deux fils ou deux pinces crocodiles sur deux parties du corps, et puis on lance donc une décharge électrique. Si on a à l'esprit donc ce référent, le jeu de A et B, qui ensuite vont donc parler de précipiter du haut d'un immeuble, etc., prend, me semble-t-il, une toute autre coloration et apparaît comme une allusion à cet instrument de torture qu'était la gégène. Et ça donne, me semble-t-il, une résonance tout à fait particulière à une phrase qui autrement, effectivement, pourrait apparaître comme une simple toquade, fantaisie, une simple absurdité, mais qui me paraît tout à fait exemplaire du travail de Beckett. Cette phrase, c'est « c'est mystérieux l'électricité ». Il me semble qu'on a là un exemple de la force et de la concision de l'écriture de Beckett. Cette phrase-là, effectivement, si on ne pense pas à l'arrière-plan politique de la guerre d'Algérie, elle peut apparaître simplement comme un espèce de jeu. Mais si on se place dans le contexte que je viens d'indiquer, tel que la pièce, par un certain nombre de motifs qui sont les siens, nous s'y invite, elle prend évidemment une résonance beaucoup plus cruelle et ironique à la fois. Quand je dis cruelle et ironique, entendons-nous bien, il s'agit pour Beckett, bien sûr, à travers cette terrible cruauté, de dénoncer les pratiques dont il était à l'époque parfaitement informé. Alors, voilà, je dirais, ce qui m'intéresse dans cette articulation de Beckett et la guerre d'Algérie, c'est d'essayer de comprendre comment, dans l'écriture des textes, des éléments qui font partie des représentations dont Beckett pouvait disposer, et je dirais, le public qui est soucieux de s'informer, comment ça se retrouve dans l'écriture par l'emploi de certains motifs. Ça peut expliquer certaines réparties, certaines répliques dans son théâtre, par exemple, qui autrement peine à faire sens. Alors, ces textes, comme vous le savez aussi, sont longtemps restés dans les cartons de Beckett. Il n'a pas cherché à les publier. Alors, une raison, évidemment, certainement juste, hein, c'est qu'il a dit qu'il n'en était pas satisfait. Mais on peut penser aussi qu'il a peut-être hésité à les diffuser dans la mesure où le regard qu'il porte sur la guerre d'Algérie me paraît assez lisible pour des gens qui vivaient à l'époque. Et peut-être craignait-il d'apparaître comme trop engagé, puisque, on le sait, Beckett, sur le plan de l'engagement politique, a toujours voulu rester en retrait, prétextant, entre autres, que c'était dû au fait qu'il était citoyen irlandais en France. C'est certainement une raison fallable, mais c'est vrai que c'est aussi une constante chez lui de toujours vouloir rester, de ne pas apparaître comme étant engagé fortement dans tel ou tel combat, même si, on le sait, depuis les travaux plus récents, et entre autres depuis bien sûr le travail d'Émilie Morin, c'était quelqu'un qui s'intéressait à la politique, mais il ne souhaitait pas s'exposer en tant que tel. Alors, je vais maintenant me diriger vers Commencer. Et en gardant donc à l'idée que Beckett, autour de Commencer, avant, pendant, après, eh bien, a déjà travaillé ou va retravailler ces motifs liés à la guerre d'Algérie. Donc, Beckett commence à l'écrire à la Noël 58, dans sa petite maison d'Ussy, à la frontière de l'Île-de-France et de la Champagne. Et c'est, malgré les 8-9 ans qui séparent l'un et l'autre, c'est le prolongement direct, d'une certaine manière, de l'Innommable. Puisqu'à la fin de l'Innommable, la voix qui parle confiait « Où je suis, moi je ne l'ai jamais su, moi j'en suis là où j'ai toujours été, je ne sais pas où c'est, et lent, j'ignore ce qu'il désigne ». Et un petit peu plus loin, il va essayer de cerner un petit peu mieux ce pan. Si je pouvais décrire cet endroit, moi qui réussis si bien dans les descriptions d'endroits, si je pouvais me mettre dans une chambre, c'en serait fini de la chasse aux mots, même sans porte, même sans fenêtre, rien que les 4 faces, les 6 faces. Si je pouvais m'enfermer, ce serait une mine, il pourrait faire noir, je pourrais être fixe, je me débrouillerais pour l'explorer, j'écouterais l'écho, je la connaîtrais, je m'en souviendrais, je l'imaginerais, je serais chez moi,
je dirais comment c'est chez moi au lieu de dire n'importe quoi. Et à la fin de l'Innommable, il y avait donc ce désir d'explorer le comment c'est une tentative d'approcher au plus près de cela qui est soi, de cela qui fait le propre de soi et en même temps de l'humain, de ce que c'est que d'être humain, de ce qu'il y a d'une certaine manière de plus intime au sens étymologique du terme, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on a souligné, bien sûr, l'analogie qu'il y avait entre cette démarche et la cure psychanalytique, qui se traduit aussi sur le plan de l'écriture par la tentative de restituer une parole haletante, syncopée, par la mise en page tout à fait particulière du texte de comment c'est, et que dans un cadre psychanalytique, les résistances que le sujet éprouve à justement se souvenir et aller vers ce qui est à l'intérieur de lui peuvent parfaitement expliquer. C'est quelque chose qui s'articule évidemment très bien avec avec l'esthétique de Beckett et cette idée d'une nécessité, d'une impossibilité d'écrire que la fin de l'Innommable formulait également. Et je vais juste citer à nouveau quelques phrases parce qu'elles m'intéressent directement pour comprendre comment c'est. Phrase souvent citée et que vous connaissez certainement. Il faut continuer, je ne peux pas continuer. Il faut continuer, je vais donc continuer. Il faut dire des mots tant qu'il y en a. Il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent, jusqu'à ce qu'ils me disent. Étrange peine, étrange faute. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que de pouvoir dire comment c'est chez moi, c'est lié à l'idée de peine et de faute, c'est-à-dire de crime et de châtiment. Alors, non pas nécessairement, même si dans un cadre psychanalytique, c'est ce qu'on pourrait soutenir d'une certaine façon, que ça soit coupable de dire comment c'est chez moi, mais ça place l'idée de chercher à dire comment c'est sous le sceau, en quelque sorte, de la transgression. Donc quelque chose qui est à la fois une peine et une faute. Donc c'est quelque chose qui est transgressif, quelque chose qui amène nécessairement de la douleur et une punition. Alors, ensuite, mon idée, donc, c'est que dans Comment c'est, Beckett va travailler cette idée-là, de peine et de faute. Alors, bien sûr, il n'y a pas que la guerre d'Algérie qui va lui servir à construire l'univers du roman. L'un des référents bien connus, c'est la référence à Dante et donc au chant 7 de l'enfer, lorsque sont décrits les coléreux. Et là encore, si vous n'avez pas peut-être tous et toutes à l'esprit ce texte, je voudrais juste relire le passage qui manifestement est une matrice qui a donné naissance à nombre de motifs du roman. Lorsque donc Dante, guidé par le fantôme de Virgile, découvre les coléreux. Et moi qui regardais très fixement, je vis des gens boueux dans ce marais, tous nus et à l'aspect meurtri. Ils se frappaient, mais non avec la main, avec la tête, avec la poitrine et avec les pieds, tranchant leur corps par bribes avec les dents. Le bon maître dit : « Fils, tu vois maintenant les âmes de ceux que la colère vainquit, et je veux encore que tu saches qu'il y a dans l'eau des gens qui soupirent et font pulluler cette onde jusqu'en haut, comme tes yeux te montrent qu'ils se posent. Plantés dans la boue, ils disent : « Nous étions tristes dans l'air doux que le soleil réjouit, ayant en nous les fumées chagrines. À présent, nous nous attristons dans leur boue noire. Cet hymne, ils le gargouillent dans leur gorge, car ils ne peuvent le dire par mots entiers. » Ainsi nous parcourûmes dans les marais fangeux un grand arc entre le sec et le mouillé, les yeux tournés vers les mangeurs de boue. Alors, je passerai sur les nombreux motifs qui sont communs à Comment c'est et à ce texte. L'idée même des mangeurs de boue sur lequel se termine l'extrait que je viens de lire, les personnages meurtris qui gargouillent, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à parler, justement, et qui n'arrivent qu'à ce qui fait écho, bien sûr, chez Beckett à la vie mal dite, mal entendue, mal retrouvée, mal murmurée dans la boue dont il est question dans Comment c'est. Nous avons aussi cette idée que les personnages sont dans la boue qui est associée à l'obscurité, alors qu'avant ils étaient dans l'air doux que le soleil réjouit. Et ça fait écho à ce qu'on trouve également dans Comment c'est, l'idée que le personnage, le narrateur, est dans le noir.
alors qu'il évoque la vie, l'autre dans la lumière que j'aurais eu par instant, qu'il désigne aussi d'une très belle métaphore en parlant de Locke dans la lumière. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que ce référent culturel auquel j'ai voulu m'arrêter, c'est qu'il ne fait pas que poser le protagoniste de commencer en enfer. Il relie aussi la situation dans laquelle il se trouve à la colère, à un sentiment de colère. Un sentiment de colère qui traduit aussi ce qu'éprouvait donc Beckett par rapport aux pratiques de l'armée française en Algérie pour la connaissance qu'il pouvait en avoir. Alors, je passe sur des éléments dans la version écrite, je développerai sur le fait aussi, bien sûr, il y a un autre référent culturel qui est The Fairy Queen de Spencer, qui vient interpoler ici dans qui vient compléter encore la référence à Dante et les inférences qu'on peut en avoir. Alors, je voudrais maintenant m'intéresser très concrètement à des motifs que l'on trouve dans Commencer et qui sont manifestement empruntés pour la plupart à la question d'Alleg et également dans une moindre mesure aux déserteurs de Maurienne. Comme vous le savez, dans Commencer, il ne se passe pas grand-chose finalement, hormis les trois parties, avant Pym, pendant Pym et après Pym, qui rythment un petit peu le texte. Nous avons quelqu'un qui est vautré dans la boue, qui cherche à manger, à se désaltérer un petit peu, à progresser un petit peu. Mais quand on s'attache à certains détails, on est surpris. Par exemple, il ne mange qu'une seule chose, ce sont des boîtes de thon. Alors, pourquoi des boîtes de thon? Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes appelés français qui étaient envoyés en Algérie, lorsqu'ils allaient crapahuter dans les Aurès ou en Kabylie, pour se nourrir, ils n'avaient que deux repas qui alternaient, les conserves de cornets de bif et les conserves de thon. Donc, ça fait un premier écho. Ensuite, il y a un thème récurrent dans Commencer, c'est l'idée de se désaltérer, d'essayer de trouver un petit peu de fraîcheur. Alors, c'est pas uniquement que les Français, alors dans les témoignages de Français envoyés en Algérie, il y avait constamment cette idée qu'il faisait très chaud sous le climat algérien auquel les Français de la métropole n'étaient pas habitués et qu'ils avaient soif. C'est que Alleg, dans la question, très rapidement, a extrêmement soif. D'abord parce que pendant les 2 premiers jours, on ne lui donne ni à manger ni à boire, et on le torture entre autres en plaçant les fils de la magnéto sur sa langue. Ce qui fait que les décharges vont dessécher les muqueuses et donc il souffre terriblement de la soif. Et puis, nous avons, parmi les activités de notre narrateur, aussi sommaire soit-elle, bien sûr, d'un côté, enlacer, caresser Pym, et donc ça, c'est le versant pornographique, hétéro et homosexuel à la fois, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et de l'autre côté, torturer Pym, ce qui rejoint bien sûr la thématique sadique, la sensualité et la brutalité, qui était encore au cours des années 50 quelque chose, comme je l'ai rappelé tout à l'heure en évoquant brièvement ça, qui intéressait Beckett. Alors, lorsqu'on regarde ensuite les pratiques du narrateur, on est assez fasciné par les points communs avec ce qu'Alleg raconte. Le temps passant, je ne vais pas nécessairement lire toutes les citations, mais les coups sur le crâne, le fait de plonger les doigts sous les selles, ou encore les coups dans le dos, sont évidemment autant d'éléments mentionnés dans la question d'Alleg et à de nombreuses reprises. Le fait de plonger les doigts sous les selles n'est pas décrit par Alleg, mais par contre, c'est là qu'on lui applique à de nombreuses reprises les pinces crocodiles de la Gégène afin de l'électrocuter, si bien qu'il a des plaies saignantes et puis suintantes sous les aisselles. Autre élément, le fait que très souvent nous avons l'alternance entre cris, murmures et silence. Je lis juste un petit passage de Commencer.
commençait, qui illustre cela parmi d'autres. Avec le manche de l'ouvre-boîte comme avec un pilon, coup sur le rein, droit, plus commode que l'autre, d'où je suis, cri, coup sur le crâne, silence, bref repos, estocade au cul, murmure inintelligible, coup sur le rein signifiant une fois pour toutes plus fort, cri, coup sur le crâne, silence, bref repos. Alors ces alternances des mots cri, silence et murmure, qu'on a ici mais qu'on a ailleurs, c'est également ce que nous avons dans la question d'Alleg. Alleg raconte très bien, et c'est un des éléments évidemment qui donne toute la vérité à son témoignage, qu'au bout d'un certain temps, au début, quand on est torturé, on hurle évidemment sous les sévices, mais on finit par ne plus prononcer que quelques mots, et puis après par devenir silencieux, et parfois, comme Alleg en a témoigné, par s'endormir, pas vraiment, pas même porte connaissance, dit-il, mais parfois il dit s'endormir. Le corps est tellement sollicité qu'il finit par ne plus ressentir la torture. Le autre élément encore, justement, à propos de l'appareil que j'ai évoqué tout à l'heure, à propos d'un des textes brefs que Beckett a écrit à la même période, la gégène. Les pinces crocodiles étaient appliquées aux aisselles, sur les oreilles ou encore sur le sexe. Or, nous avons dans Commençait ayant des décidations comme celle-ci. Ayant farfouillé dans la boue entre les jambes, je finis par dégager ce qui me paraît être un testicule ou deux, l'anatomie que j'avais. Ou encore, ailleurs, nous y arrivons au bout de combien, pas de chiffres, un temps énorme, ou griffé à l'aisselle depuis longtemps à vif, car changer d'endroit, on est tenté, désespoir de cause, en essayer un autre plus sensible, l'œil, le gland, non, jeter le trouble, surtout pas fatal. Vous voyez que dans ces citations, on retrouve la désignation du sexe, un sexe où on nous dit ce qui me paraît être un testicule ou deux, ce qui renvoie aussi au corps tuméfié par les coups, dont l'anatomie devient parfois floue, déformée. Griffé à l'aisselle depuis longtemps à vif, c'est exactement ce que nous avons dans la question d'Alleg avec donc la description de ces aisselles qui sont meurtries par les pinces crocodiles, et l'idée de déplacer de l'aisselle à l'œil, vers l'œil, le gland. L'œil n'est pas évidemment n'est pas pris dans les pinces crocodiles dans la question, mais le gland, désignation de la verge, bien, oui, bien entendu. Et on a donc ce geste-là qui est décrit dans la question d'Alleg et qu'on retrouve dans Commençait. La phrase finale aussi, jeter le trouble, surtout pas fatal, fait référence aussi au fait qu'à plusieurs reprises, les militaires se montrent soucieux de ne pas tuer leurs victimes. Autre chose encore, il est beaucoup question d'ongles dans Commençait. Le narrateur nous dit à propos des siens, par exemple, « Ils se cassaient, manque de chaud ou similaire, mais sans ensemble. » Et puis à partir de là, il fait ce qui semblait être une digression. Mes ongles, eh bien, pour ne parler que des mains, sans parler de ce sage oriental, je les avais dans un triste état, ce sage extrême oriental, qui ayant serré les poings depuis l'âge le plus tendre, c'est vague, jusqu'à l'heure de sa mort, on ne dit pas à quel âge, ayant fait ça. Donc, lors de sa mort, on ne dit pas à quel âge, put enfin les voir un peu, et avant ses ongles, sa mort, qui perçaient les paumes de part en part, put enfin les voir, qui sortaient enfin de l'autre côté. Alors, cette description d'un sage oriental, les poings fermés, dont les ongles lui traverseraient les mains, ça vient d'un cliché colonialiste bien connu qui a été, en fin de compte, qui date de 1782. C'est Pierre Passera, dans le voyage aux Indes orientales et à la Chine, qui dit avoir vu, dans son chapitre 7, qui s'appelle « Des religieux indiens », dit avoir vu des sages qui s'infligeaient des sévices, dont celui-là, qui est l'idée de fermer ses poings, de ne plus les rouvrir jusqu'à ce que les ongles aient traversé les mains. Alors, c'est un des clichés les plus répandus dans la culture colonialiste sur l'Inde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve un écho de cela également dans la question d'Alleg. Alleg, dans la question, écrit « Cette fois, à un moment où on va à nouveau tenter de le noyer, cette fois, je fermais les poings à m'enfoncer les ongles dans la paume. J'étais décidé à ne plus remuer les doigts, autant mourir tout de suite asphyxié. » Et donc, ici, on a pour moi quelque chose qui est aussi caractéristique de la manière dont travaille Beckett, c'est-à-dire que
nous avons le narrateur de Commençait qui évoque le sage oriental qui se fait percer, qui a ses ongles qui rentrent dans la peau. Mais ce faisant, Beckett ne fait pas que référer à un cliché colonialiste, il réfère aussi à la question d'Allen, qui évoque très bien cette idée qu'il se ferait rentrer les ongles dans la paume. Et on peut penser que Beckett a pu activer ce cliché colonialiste en lisant justement Allen. Alors, je vais passer rapidement, et je crois qu'il me reste 5-10 minutes au plus, sur d'autres éléments d'ordre lexicaux. Le Commençait comporte de très nombreux euphémismes. Par exemple, les séances de torture de Pym sont appelées des leçons. Et il est dit qu'il s'agit de le faire chanter. Donc, ce sont des euphémismes, bien sûr, pour désigner la torture et le fait de faire parler. De même, dans un passage, il y a à nouveau une ironie extrêmement, je dirais, à la fois délicate et cruelle de la part de Beckett, puisqu'il écrit ceci. Il sait donc parler, c'est le principal. Il a l'usage, sans avoir vraiment réfléchi à la question. Je devais supposer qu'il ne l'avait pas, ne l'ayant pas personnellement et d'une façon sans doute un peu plus générale, d'une seule façon d'être là où j'étais la mienne, qu'on pût y chanter, je ne l'aurais pas cru possible. Et dans ce passage, on voit l'idée de chanter, qui est associée à l'idée à la proposition suivante, sans avoir vraiment réfléchi à la question. Et pour moi, c'est un énoncé qui est aussi ironique que c'est mystérieux l'électricité dans la pièce que j'évoquais tout à l'heure. Sans avoir vraiment réfléchi à la question, n'a pas simplement son sens littéral, c'est aussi réfléchir à la question, c'est-à-dire à cette pratique de la torture par la Gégène qui se pratiquait en Algérie et que Beckett donc connaissait. Lié à un contexte où il s'agit de donner une bonne leçon et de faire chanter Pym, on a à nouveau ce référent politique qui apparaît. On trouve par ailleurs dans le roman le terme par exemple de dressage, je vais l'animer, je l'ai fait taire, des considérations aussi condescendantes du bourreau sur lui-même, qui dit par exemple ceci, de quoi pourrait-il bien s'agir, de quoi d'autre pour Pym que de paroles, quelques paroles, ce qu'il peut de temps à autre, je ne suis pas un monstre. Cette idée que faire avouer ce que la victime ne veut surtout pas dire, ce ne sont que quelques paroles. Et l'idée que le bourreau considère qu'il n'est pas un monstre, ce sont là aussi des éléments récurrents, bien entendu, dans la pratique de la torture, que ce soit celle en Algérie ou celle en France par les nazis. Alors, à cela, il faut ajouter des éléments ayant trait à l'identité même de Pym. L'identité même de Pym, qui, quand on s'y arrête dans le contexte que je propose, est assez intéressant. Voilà un autre petit extrait donc, du livre. Je ne distingue pas les paroles, la boue les étouffe, ou c'est une langue étrangère. Il chante peut-être un lied dans le texte original. C'est peut-être un étranger, un oriental, mon rêve. Il a renoncé, je renoncerai aussi, je n'aurai plus de désir. Ainsi, Pym, on apprend qu'il parle une langue étrangère. Ça correspond tout à fait évidemment au positionnement qu'avaient les Français qui, pour la plupart d'entre eux, ne comprenaient pas l'arabe. Et il est qualifié d'oriental. Alors oriental, bien sûr, au départ, ça désigne les habitants d'un vaste territoire triangulaire, tel que les Occidentaux l'ont défini, entre la Turquie, l'Égypte et le Pakistan. Mais dans la France des années 50, oriental, ça désigne aussi un habitant des rives sud de la Méditerranée. Un exemple dans la culture populaire française, c'est la fameuse chanson d'Enrico Macias, l'oriental, qui est en référence à un habitant d'Algérie. Alors, entre autres, il se désigne lui, juif pied noir, mais c'est un terme qu'on trouve dans la France de l'époque pour désigner un habitant natif d'Algérie. De même, chante un lied dans le texte original, c'est quelque chose qui fait écho au fait qu'Alleg témoigne, il n'est d'ailleurs pas le seul, au fait qu'on entend des prières en arabe, bien entendu, par les victimes capturées par l'armée française, font leurs prières régulièrement. Et cette idée de texte original, un lied dans le texte original, fait écho à l'idée de langue étrangère.
Pourquoi un lead? C'est un filtre, hein, pour ne pas dire une prière, évidemment, mais c'est aussi un mot allemand qui va permettre de faire aussi un parallèle, comme Dick, par exemple, que j'ai commenté tout à l'heure, avec la situation en France durant la guerre 39-45 et le fait que les comportements des Français, finalement, ne sont guère différents de ce qu'avait été celui des nazis. Autre chose encore, il est dit un petit peu plus loin ceci. Sur la fesse droite de Pym, donc, premier contact, il dit les entendre crisser, le beau passé que voilà, j'aurais pu les enfoncer si j'avais voulu, j'en avais envie, tirer, creuser des sillons profonds, boire les hurlements, le bleu, l'ombre violente, la tête enturbanée, courbée sur les poings, le cercle d'amis en doti blanc sans aller jusque-là. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est la mention de la tête enturbanée, la référence au turban. Le turban ainsi que le chèche des peuples berbères sont des coiffes évidemment masculines algériennes traditionnelles. Et cette image d'un personnage entouré d'un cercle d'amis, hurle, la tête enturbanée courbée sur les poings, recoupe de nombreuses scènes rapportées par des témoignages et aussi des photographies de la manière dont la population algérienne était traitée. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est associé au doti blanc. Le doti blanc, lui, qui évidemment n'a rien à voir avec la réalité coloniale algérienne, mais avec la réalité de l'Inde, qui donc renvoie à l'occupation britannique de l'Inde, ce qui, chez Beckett, de culture britannique, n'a évidemment rien d'étonnant, et établit un parallèle entre la situation algérienne et la situation en Inde, telle qu'elle existait, l'Inde qui, une dizaine d'années auparavant, avait pris son indépendance, que l'Algérie cherchait, elle, encore à conquérir. Je termine par une dernière citation, puis je ferai ma conclusion. Autre élément donc d'écriture, autre citation. À un moment donné, donc commencé, on peut lire ceci. De l'ongle donc de l'index droit, je grave, et lorsqu'il se casse ou tombe jusqu'à ce qu'il repousse, d'un autre sur le dos de Pym, intact au départ, de gauche à droite et de haut en bas, comme dans notre civilisation, je grave mes majuscules romaines. Alors, cette idée du narrateur qui grave avec son ongle dans le dos de Pym, de gauche à droite et de haut en bas, comme dans notre civilisation des majuscules romaines, je trouve ça extrêmement intéressant si encore une fois, on a toujours ce référent de la guerre en Algérie à l'esprit. Bien sûr, le passage peut être inspiré par dans la colonie pénitentiaire, que Beckett avait eu l'occasion de lire dans la revue d'avant-garde Transition, mais pour ce qui est d'écrire dans la chair. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que les lettres s'écrivent donc de gauche à droite et de haut en bas, ce qui est un autre moyen, comme tout à l'heure la mention de langue étrangère ou de texte original, de démarquer la langue du colonisateur et la langue du colonisé, le français, l'arabe. L'expression, évidemment, notre civilisation renvoie à la rhétorique colonialiste. C'est un cliché colonialiste que de dire nous apportons la civilisation aux peuples qui ne le sont pas ou le sont moins. Enfin, la mention des majuscules romaines est, comme le doti blanc, une référence à une autre colonisation, celle des Romains de la Rome antique, sur tout le pourtour méditerranéen, dont l'actuelle Algérie pour Beckett, et vient élargir un petit peu le contexte algérien, également à une espèce de reflet des différentes colonisations qui, à travers le temps et l'espace, ont pu oppresser des peuples. Alors, je vais m'arrêter ici, mais juste signaler autre chose, c'est que effectivement, dans Commencer, nous avons bien d'autres éléments lexicaux qui vont faire en sorte que le fait qu'on ait un personnage donc qui s'attaque à un oriental qui semble être un étranger, etc., et qui le torture selon des modalités qui sont propres à celles qu'employaient les membres de l'armée française, qui mangent des boîtes de thon, comme le faisaient aussi les membres de l'armée française. C'est évidemment un reflet de la réalité algérienne, mais il y a également dans le texte, je ne vais donc pas le montrer aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu à la lecture, c'est un texte où il n'y a quasiment pas de nom propre. Il y en a quelques-uns toutefois qui apparaissent ici ou là,
qui sont souvent des toponymes ou des noms de personnes. Or, on peut montrer que tous ces toponymes ou noms de personnes, hormis bien sûr ceux qui sont fantaisistes, c'est-à-dire Pim, Bom, Bam, etc., tous les noms de personnes renvoient justement au nazisme ou à d'autres formes de colonialisme, y compris d'ailleurs la traite des Noirs. Et donc, nous avons, dans Commençait, un référent politique majeur qui est la guerre d'Algérie, mais aussi comme des espèces de faibles lumières qui apparaissent dans cette nuit dans laquelle est plongé le narrateur, de faibles éclairs, parce que lumière est sans doute malheureux par la connotation positive, de faibles éclairs qui transparaissent dans cette nuit, qui évoquent d'autres formes d'oppression, de colonisation et d'autres situations dans l'histoire de l'humanité où l'homme un homme a été le bourreau d'un autre. Le thème du livre, d'ailleurs, est annoncé dès le départ, me semble-t-il, lorsque le narrateur évoque, je cite, et ce sera ma dernière citation, abjecte époque héroïque vue des suivantes, à quand la dernière, quand ma belle, chacera à sa Blutzeit, je le dis comme je l'entends. Et donc, il y a donc commencé cette idée que la suite des temps n'est qu'une suite d'abjectes époques héroïques. Chacera à sa Blutzeit, c'est quelque chose qui, Blutzeit signifiant floraison et signifiant en allemand, pour rappeler la proche réalité de la Seconde Guerre mondiale par rapport à la date d'écriture du livre. Ça nous montre aussi que Samuel Beckett, en fin de compte, souhaite exprimer à travers Commençait pas simplement une dénonciation cryptée, ou simplement faire passer ce que j'ai appelé tout à l'heure une colère par rapport aux pratiques de l'armée française en Algérie, mais également la vision, on pourrait dire, de l'homme dans l'histoire qui est sienne et qui rejoint évidemment sa conception métaphysique, c'est-à-dire l'idée que, en fin de compte, la suite des temps n'est qu'une suite d'horreurs où les victimes deviennent bourreaux et les bourreaux victimes, d'une manière un peu cyclique et sans fin, sans qu'il y ait donc véritablement de solutions politiques qui apparaissent. Et je crois que c'est aussi une caractéristique importante de la pensée politique, de la vision politique de Beckett, même s'il avait des convictions certaines, c'est qu'il n'est pas quelqu'un qui imagine véritablement une fin aux atrocités qu'il indique. Je vais m'arrêter ici, ayant déjà, je crois, parlé un petit peu plus que 3/4 d'heure. Merci beaucoup Jean-Michel pour avoir souligné ces échos de la guerre d'Algérie dans Samuel Beckett et les correspondances entre son travail et ces histoires un peu multidirectionnelles entre la guerre d'Algérie et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on aura le temps pour des questions. Pour que ça soit plus facile, je vous invite à mettre vos questions dans le chat. Donc, si vous pouvez, je crois que vous pouvez écrire dans le chat votre question et puis je vais mettre la question à Jean-Michel. On va le faire comme ça parce que je crois que c'est plus facile. Donc, je n'ai pas de questions pour le moment. Je ne vois pas de questions, mais je vais donner un peu de temps parce que on vient juste de finir. Donc, on vous donnera un peu plus de temps. Je vais poser une question moi-même peut-être, si vous me permettez, Jean-Michel. Donc, vous avez parlé un peu de la forme des textes de Beckett, la forme du théâtre surtout. Selon vous, quelle est la singularité de cette forme du théâtre? Quelle est la singularité du théâtre, par exemple, en représentant la torture? Est-ce que c'est un espace qui est très apte, qui est plus apte à représenter la torture dans ces situations? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'une modalité
est plus apte à exprimer la torture. De fait, entre les deux pièces que j'ai mentionnées, Rough for Theatre 2 et Rough for Radio 2, et Comment c'est, qui est donc un texte que Beckett a voulu appeler un roman, même s'il en a peu les caractéristiques. On a dans les pièces de théâtre un texte qui est, je dirais, plus conventionnel ou plus classique par sa forme, alors qu'avec Comment c'est, on a un texte qui, les extraits que j'ai lus le montraient, qui est sans ponctuation, souvent avec des ruptures très déstructurées, qui incarne évidemment beaucoup mieux ce rythme que j'ai appelé tout à l'heure haletant et syncopé. Lorsque je l'ai inscrit dans la continuité de l'innommable, même si sur le plan formel, Comment c'est va au-delà de l'innommable, qui était l'innommable qui relevait un peu de la logorée et du discours fleuve et irrépressible, alors avec Comment c'est, on a un discours qui a du mal à venir et qui, de ce point de vue-là, a souvent été rapproché effectivement d'un discours de type psychanalytique, mais qui est aussi évidemment un discours qui mime, je crois, assez bien et d'assez près le discours de quelqu'un qui subit la torture et qui va refuser de parler ou qui va être amené à parler par bribes, à la fois suite aux souffrances qu'il endure, et aussi parce qu'il essaie de réfréner le surgissement de la vérité. Et donc l'écriture de Comment c'est me paraît plus, même si c'est évidemment de manière stylisée et sans doute pour nous quelque chose qui est plus une représentation culturelle que quelque chose d'autre, parce que je crois que malheureusement l'expérience de la torture, il faut la vivre pour véritablement éprouver ce que c'est. Mais du point de vue représentationnel, disons symbolique, je pense que la forme de Comment c'est est plus proche d'un discours qui ferait penser effectivement à une situation de torture que ne le sont les pièces. Les pièces et la nécessité d'une communication, soit sur scène, soit par le biais de la radio, fait que le discours du torturé, de la victime, est plus construit globalement qu'il ne l'est dans Comment c'est. Merci, merci Jean-Michel. On attend. Je ne sais pas si j'avais ouvert les questions. Je ne sais pas si j'avais ouvert le chat. Je ne sais pas s'il y avait un problème sur le chat. Dis-moi, il faut que je fasse quelque chose moi, pour avoir, parce que je crois là, pas. je sais pas, j'ai. Non, mais je crois Non, là, j'ai dit, voilà, j'ai ouvert le chat. Donc, si vous avez, si les participants ont des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Ou même si vous voulez. Ah, voilà, je vois des questions. Alors, donc, j'ai deux questions là. La première question. Donc, ça vient de Rebecca. Ces références plus ou moins cachées à la torture dans les textes de Beckett pourraient-elles être vues comme une façon de contourner la censure qui était en place au moment de l'écriture de ces pièces, surtout en 1958? Alors, c'est un autre élément, effectivement, qui a pu intervenir. Alors, je citais tout à l'heure le fait que Beckett n'était pas, a dit ne pas avoir été pleinement satisfait de ses textes, qu'il n'a d'ailleurs pas achevé. Ça, c'est un premier élément. Le second, c'était, je sais qu'il il a toujours cherché le livre de Knowlson, sa biographie, Knowlson l'a bien montré, c'est quelqu'un qui, tout en ayant certaines convictions, a toujours eu des freins manifestes à les exprimer publiquement. Entre autres, disait-il, parce qu'il se sentait citoyen étranger, il était en pays étranger, irlandais en France. Mais on peut évidemment la censure d'État, qui évidemment était très efficace à l'époque, est un autre paramètre d'ordre sociologique sociopolitique qui a pu intervenir pour l'amener peut-être à laisser ses textes de côté, et pour ce qui est de Comment c'est, à utiliser les cryptes, les filtres que je montrais, c'est-à-dire à noyer dans
dans le discours et en donnant l'impression d'un discours plus ou moins incohérent, fantaisiste, etc. Un certain nombre d'éléments qui, pour une personne informée, résonnaient à l'unisson du contexte algérien. Sachant que dans Commençait, donc texte publié, lui, à l'époque, c'est ajouté un autre paramètre, donc qui est un élément dont j'ai dit tout à l'heure que je n'aurai pas le temps de développer, mais qui est celui de la pornographie, puisque le texte est, il y a entre autres une pornographie de type homosexuel qui est sous-jacente à l'imaginaire de Commençait. Alors, qui est à tel point d'ailleurs que lorsque le texte a été envoyé chez l'imprimeur, l'imprimeur a contacté Lindon et s'est inquiété en ayant perçu certains mots et certaines formules dans le texte, si ce n'était pas un texte pornographique, puisqu'à l'époque, non seulement on ne pouvait pas évidemment parler librement de la guerre d'Algérie, mais on ne pouvait pas non plus publier des textes pornographiques et en plus à tendance homosexuelle, qui était toujours puni par la loi. C'est un texte qui se place vraiment, me semble, je pense, dans le travail d'écriture de Beckett, vraiment qui est à la frontière, à la limite de jusque-là où il pouvait aller de son point de vue. Ensuite, on peut en discuter, bien sûr. Mais de son point de vue, je pense qu'il ne pouvait pas aller plus loin aussi bien dans l'écriture de la pornographie que dans l'écriture de la dénonciation de la torture. De son point de vue, il ne pouvait pas faire plus que ça. Alors ensuite, on peut dire il avait raison, il avait tort. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça recoupe cet imaginaire qui associe aussi torture et pornographie, qui étaient deux veines, si je puis dire, deux axes condamnés par la censure à l'époque. On les retrouve aussi, par exemple, du point de vue littéraire, chez Jean Genet, chez Guyotat, et donc c'est plus que simplement beckettien, hein, c'est-à-dire que ça renvoie aussi à un contexte socioculturel du temps également. Merci Jean-Michel. Une deuxième question, ceci de Nick Harrison. Vous avez fait allusion à d'autres colonialismes, l'Empire romain, l'indépendance de l'Inde, la traite des Noirs. Mais est-ce que Beckett a fait allusion à l'expérience irlandaise? C'est-à-dire, est-ce que les débats sur l'Algérie française ont poussé Beckett à reconsidérer le colonialisme anglais ou britannique en Irlande? Donc là, voilà, oui. Oui, tout à fait. Hein, non, mais il n'y a aucun problème. C'est moi qui ai commencé à parler trop tôt. Donc, dans le texte, nous avons des références, plusieurs références au nazisme, aussi à la Nouvelle-Zambie, qui renvoie à une île qui se situe au nord de la Russie, qu'en 1955, les Russes ont vidé de leur population indigène pour s'y livrer à des essais nucléaires en pleine guerre froide. Et puis, il y a également donc un passage où il fait allusion au contexte irlandais. C'est alors dans l'édition française que j'ai, moi, qui est une réédition de celle-ci, qui est une réédition de 75, c'est page 66. Le narrateur dit ceci: il faudrait de bons yeux au témoin s'il avait un témoin de bons yeux, une bonne lampe, il les aurait, les bons yeux, la bonne lampe. Au scribe assis à l'écart, il annoncerait minuit, non, 2 heures, 3 heures, hors du ballast office, bref mouvement du bas du visage. Nous avons donc ici une référence au ballast office, à l'heure du ballast office. Donc ça, c'est quelque chose qui renvoie bien sûr à l'histoire de l'Irlande. Alors, sur le plan strictement littéraire, on peut y voir d'abord une espèce de clin d'œil à Joyce, puisque dans Ulysses, il y a 5 mentions du Dancing Time et une scène assez célèbre où Bloom est sur le Loch O'Neill Bridge et il voit tomber la boule de cuivre de l'immeuble du ballast office. Mais bien évidemment aussi, c'est une référence justement à ce qu'avaient obtenu les Irlandais en 1880, le fait de pouvoir vivre au dancing time, c'est-à-dire d'avoir un temps horaire qui était le leur, en quelque sorte, mesuré sur l'observatoire de Dancing. Et alors que, en revanche, cet immeuble qui se trouvait donc à Dublin
du Ballast Office, qui était un immeuble où il y avait des activités maritimes, entre autres avec Londres, eh bien, avait une boule de cuivre qui tombait, elle, à l'heure londonienne, donc qui était décalée par rapport à l'heure irlandaise. Lorsqu'il était, par exemple, 1 heure à Londres, il était 12h35 en Irlande. Et donc, faire allusion au Ballast Office dans ce texte où se reflète tant de colonialisme, c'est évidemment significatif, puisqu'en 1916, lors des Pâques sanglantes, eh bien, on a retiré aux Irlandais le droit d'avoir leur temps, et on les a à nouveau alignés sur l'heure de Londres, sur l'heure de l'envahisseur du point de vue irlandais. Donc oui, il y a aussi une référence à la réalité irlandaise. Merci. Troisième question. On a tous toujours un peu de temps, je crois. Jean-Michel, on peut continuer, oui? Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes content à continuer, oui. Donc, juste une question là de Robert Kimberley. Il vous demande la présentation qui était très intéressante. C'est concentré naturellement sur la période de la fin des années 50. Est-ce qu'on peut déceler des échos de la guerre d'Algérie dans les textes de Beckett des années suivant la fin de la guerre d'Algérie? Alors, ça me semble moins évident. Ça me semble moins évident, effectivement, dans les textes des années 70. Les motifs que l'on peut trouver, même si bien sûr Beckett a continué de travailler dans certains textes la voix d'une manière qui n'est pas sans point commun avec la manière dont elle est écrite et inscrite sur le papier dans Comment sais-je. On peut penser à des textes comme Pas moi, par exemple, Not I, où on a également des éléments vocaux qu'on pourrait rapprocher éventuellement d'une situation comme celle que j'évoquais. Mais j'aurais tendance à dire qu'il est passé ensuite à autre chose. Je n'ai pas eu le sentiment que dans les textes ultérieurs, il maintenait une référence aussi forte à la guerre d'Algérie. Pour moi, ce sont vraiment Roof for Radio 2, Roof for Theatre 2 et Comment c'est, qui sont vraiment les trois textes les plus directement articulés avec la réalité algérienne. Ok, merci Jean-Michel. Et peut-être une dernière question qui vient de Matthew Thomas Brower. J'ai été frappé dans votre conférence par la tentative de donner un sens à ce qui paraît être au premier abord des éléments classiques du théâtre de l'absurde, allumer et éteindre la lampe par exemple. Se pourrait-il que la guerre d'Algérie met en cause la pratique théâtrale de Beckett, d'où leur inachèvement? Ah oui, c'est une suggestion que je trouve effectivement intéressante. Oui, tout à fait. Le fait que d'une certaine manière, la réalité se soit invitée peut-être de manière trop forte ou trop présente, est un élément qui effectivement a très bien pu jouer pour inciter ou inviter Beckett à abandonner la rédaction de ses textes. Alors, en même temps, il faut garder à l'esprit que En attendant Godot, par exemple, on a de nombreux échos de la guerre de la guerre 39-45. Faut se souvenir aussi qu'au départ, Estragon s'appelait Lévy, et que on avait Vladimir Lévy, et il y a un certain nombre d'allusions, ça a été étudié, on a publié là-dessus, qui font qu'Estragon et Vladimir, tels qu'ils sont nommés aujourd'hui, apparaissent probablement comme des juifs en cavale poursuivis par une espèce de Gestapo, et Godot serait comme leur passeur. C'est un texte que là, Beckett a mené jusqu'à son terme. Mais effectivement, à la différence de Comment c'est,
la guerre était terminée, puisqu'il écrit Godot à la fin de 48, et il n'y avait plus le problème de l'actualité de l'événement. Donc, effectivement, c'est un autre facteur qui a pu jouer pour faire en sorte que Beckett ne poursuive pas, peut-être sans pour autant le limiter à cela, puisque Commençait est un texte abouti, alors difficilement abouti aussi. Il faut le rappeler, la jeunesse de Commençait est un peu comme celle de Fin de partie quelques années auparavant, est une longue genèse difficile. Beckett a dû constamment reprendre, remanier le texte. On voit des témoignages dans sa correspondance où il se montre extrêmement satisfait si au bout d'une journée d'efforts, d'heures et d'heures de travail, il a réussi à écrire 10 lignes. Donc c'est un texte très difficile pour lui à mettre en place, mais il y est parvenu. Donc effectivement, d'un côté, peut-être les textes pour la scène étaient trop explicites aussi à cause de leur tonalité que tout à l'heure j'ai qualifié de plus réaliste. Et puis avec Commençait, on a quelque chose qui par son contexte entre guillemets irréaliste, pouvait peut-être à ses yeux plus facilement passer. Bon, merci Jean-Michel. Et il me reste à remercier bien sûr les participants qui nous ont joints aujourd'hui et qui nous ont posé des questions très intéressantes. Et donc, merci beaucoup à tous et merci Jean-Michel Bouvard pour nous avoir parlé de Beckett et la guerre d'Algérie. Je vous remercie de m'avoir invité. C'était un plaisir et merci aux questions qui m'ont été posées. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour sur un travail en cours. Ça permet de l'ajuster, de le compléter. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, au revoir à tous. Au revoir.